Bonjour à toutes et à tous. Merci aux collègues qui suivent ce stage pour la deuxième journée. Et puis, bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent peut-être juste pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a aussi des collègues pour qui c'est parfois difficile de se libérer pour 2 journées. Je rappelle en 2 minutes qu'on a construit effectivement un programme sur 2 jours, hein, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire et à aborder. Donc, on a construit évidemment au mieux de ces 2 jours et puis en tenant compte des contraintes des uns et des autres et notamment de nos intervenants, hein, qu'on remercie de nous consacrer de leur temps, surtout en cette fin d'année un peu compliquée pour tout le monde. Un petit rappel donc pour ceux qui n'auraient pas suivi le stage d'hier, le travail a tourné autour des questions de formation et de recrutement pour une partie des échanges qui ont eu lieu et des interventions qui ont eu lieu, et puis aussi évidemment une analyse de la situation qui a démarré dès le matin avec une présentation rapide des résultats de l'enquête, puisque nous avions diffusé une enquête à l'ensemble de la profession, au-delà d'ailleurs des syndiqués de la FSU, de façon à avoir un nouveau point de situation. Donc un point de situation qui nous a paru assez inquiétant et peut-être même encore dégradé par rapport à ce qu'on avait pu constater l'année dernière. Mais je crois que les échanges d'hier ont aussi beaucoup porté sur l'action syndicale et sur la possibilité, malgré tout, même dans un contexte très difficile et incertain, d'obtenir des choses et de faire avancer la cause des langues régionales malgré tout. Alors aujourd'hui, on va avoir une journée là encore bien remplie, peut-être un tout petit peu moins chargée en intervention, mais bien remplie tout de même. Alors pour ce qui est de cette matinée, on va procéder en deux temps. En milieu de matinée, aux alentours de 11h moins le quart, il va y avoir un débat animé par 3 personnalités. Donc, Pascal et Otavi qui est parmi nous déjà et que je salue. Là aussi, on ne s'était pas encore rencontrés, donc on se dit bonjour par écran interposé. Marie-Jeanne Verny qui est avec nous déjà depuis hier. Et puis Vicente Rouet. Alors, je ne sais pas si Vicente va se connecter tôt ce matin ou s'il va nous rejoindre seulement pour la table ronde. Donc, cette table ronde tournera autour de la question de la diversité des modes d'enseignement des langues régionales dans un contexte d'actualité très chargé autour de cette question-là. Mais en ce début de matinée, on a choisi de laisser place à une intervention à caractère plus pédagogique. C'est un peu la marque de fabrique des stages de la FSU langue régionale, c'est de ne pas séparer la réflexion syndicale sur la défense du métier, de la réflexion aussi plus politique, parfois des enjeux des langues régionales, de la réflexion sur la pratique pédagogique, de façon à nourrir aussi chacune et chacun dans son métier. Alors, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir et là aussi de voir en chair et en os ou par écran interposé nos deux intervenantes. Donc, je vais le dire en basque, mais je ne suis pas sûr de moi. Si je dis Ongi et Tori, je ne sais pas si c'est bien dit pour dire bienvenue à Isabelle Karikar et à Mayalène Idoat. Mais en tous les cas, bienvenue à toutes les deux. Et puis un grand merci de nous consacrer de leur temps en cette fin d'année. Ravi de les avoir parmi nous parce que ça n'a pas été forcément facile. Dans un premier temps, on a bien cru qu'on ne parviendrait pas à les avoir pour ce stage. Et donc, on est particulièrement content de les accueillir. Donc, Isabelle et Mayalène sont conseillères pédagogiques langue basque à la DSDEN 64, donc Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, et elles vont intervenir sur le thème de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en 2 langues. Là encore, ce thème à caractère pédagogique, il n'est pas éloigné peut-être du débat qu'on aura en deuxième partie de matinée, puisqu'on justement on échangera autour des différentes modalités d'enseignement de et en langue régionale, et aussi peut-être de la manière dont on peut faire progresser en quantité et en qualité les locuteurs en langue régionale. Donc, je vais leur laisser maintenant la parole. Là encore, leur intervention sur l'écriture et la lecture, ça renvoie à des apprentissages qui sont fondamentaux et qui concernent bien au-delà du premier degré et qui nous concernent tous, et avec cet intérêt effectivement de réfléchir sur la manière de le transmettre avec 2 langues, et elles vont peut-être nous expliquer aussi le contexte dans lequel l'enseignement bilingue se fait au Pays Basque, et là aussi la raison pour laquelle ce travail est particulièrement important. Voilà, je leur laisse la parole, j'étais déjà trop bavard, et donc pour 20-25 minutes de présentation. Merci à toutes les deux. Comme vous l'a dit Jean-Marc, nous sommes les 2 conseillères pédagogiques départementales langue basque, mais en fait, en vrai, nous sommes 3. Nous sommes 3 à partager cette mission.
Et nous deux, nous travaillons depuis quelques années sur la lecture-écriture en 2 langues. Donc, on est très contents de partager ça avec vous. Alors, petite précision, parce que je sais que ce n'est pas pareil dans toute la France. Ici, au Pays Basque, nous avons un enseignant pour chaque langue. C'est-à-dire qu'un élève bilingue, il a un enseignant pour la partie en français sur 12 heures et un enseignant pour la partie en basque sur 12 heures. Voilà, c'est comme ça que s'organise la parité horaire au Pays Basque, sauf à la marge sur 3 ou 4 classes où c'est le même enseignant qui enseigne dans les 2 langues. Donc, vous verrez que ça a quand même après des incidences sur l'organisation, sur la pédagogie, etc. C'est pour ça que je tiens à préciser cet élément. Voilà, donc ça fait plusieurs années, nous, avec Mayalène, qu'on travaille sur cette problématique. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un état des lieux. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Oui, très bien, c'est bon, ça s'affiche. Donc, voilà. Alors, donc, tout d'abord, juste un petit rappel rapide. On a vraiment commencé à travailler sur la lecture-écriture en 2 langues à partir de 2014-2015, puisque cette année-là, on nous a demandé dans les classes de travailler non plus en demi-journée, mais en journée entière. Alors, ça veut dire que quand on est un enseignant, une langue, les élèves sont une journée en basque et le lendemain en français, et pareil pour la fin de la semaine. Donc, c'est vrai que jusqu'à 2014, la lecture était surtout abordée en français, mais à partir de cette circulaire, on a été obligé de se réorganiser. Et c'est là qu'on s'est vraiment penché sur ce qui posait le plus de problèmes dans les classes, c'était l'apprentissage de la lecture. Comment faire pour travailler en concertation avec le collègue et comment faire pour travailler sur l'articulation de ces enseignements dans les 2 langues. Donc, c'est à partir de cette année-là qu'on a commencé à proposer des formations sur ce thème-là. Pour travailler sur ce thème, nous avons gardé cette phrase qui nous paraissait intéressante, qui est parue à l'époque en 2012 sur un document EduScol concernant le français langue de scolarisation. Et donc, voilà, je vous laisse le lire. Apprendre en 2 langues en même temps, c'est plus efficace pourvu que la didactique mise en œuvre par approche contrastive soit bien intégrée et non successive et que les différentes compétences soient travaillées en synergie, sans redondance. Alors, pour nous, ici, qui travaillons avec 2 enseignants chaque fois, enfin, un enseignant, une langue, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Alors, un petit point quand même sur ce qu'on sait de la lecture aujourd'hui. Donc, il y a eu les programmes de 2016. Depuis, il y a des réajustements qui ont été faits. On s'est aussi beaucoup servi de la recherche de Roland Guagou et de son équipe à l'époque sur le lire-écrire. Cette année, on a plutôt travaillé sur l'écrire en se basant sur les recherches de Bernadette Kervin, qui est une personne de l'IFE à Lyon. Voilà. Ensuite, bon, vous connaissez tous, enfin, pour ceux qui sont enseignants, le guide orange, le fameux guide orange qui était paru sur la lecture. Bien sûr, sans oublier les compétences du Conseil de l'Europe. Et puis, on vous parlera aussi de Mariella Caucha qu'on a pu rencontrer et qui est une didacticienne aussi des langues. Bon, Jean Duverger, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, on ne le présente plus. C'est un inspecteur de l'éducation nationale qui a beaucoup œuvré pour l'enseignement bilingue. Donc, on aime bien cette phrase, nous, on apprend à lire qu'une fois, et ça veut dire qu'en fait, l'important, c'est de savoir ce qu'est apprendre à lire, quelle que soit la langue, et que donc les comportements de lecteur sont transférables d'une langue à l'autre. Alors, un petit point sur les programmes. Je cède la parole à Marie-Hélène pour ça. Voilà, il n'a pas toujours été facile de trouver la place dédiée à l'enseignement bilingue dans les programmes. Donc, en effet, en LVE et le cas échéant langue régionale, donc on trouve en partie, le basque ou du moins la langue régionale trouve en partie sa place dans ce domaine-là comme langue enseignée à l'école, donc langue objet. Là, on retrouve le rôle important de l'oral et de la mémorisation en L2 et on est sur des écrits courts. On reprend évidemment les compétences du CE-CRL, comprendre à l'oral, comprendre l'oral, s'exprimer oralement en continu, prendre part à une conversation et découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale. Fin cycle 2, donc CE2, nous avons le niveau A1 attendu pour nos élèves bilingues.
Mais la langue, donc l'enseignement bilingue ne se limite pas à la langue objet, langue enseignée. Elle est aussi langue d'enseignement. Et c'est pourquoi on a dû chercher aussi des compétences que nous travaillons en classe sur, ou dans d'autres domaines, comme le domaine du français. Voilà, le lire et écrire notamment. Voilà, et la langue basque en tant que langue d'enseignement a aussi sa place dans les disciplines dites non linguistiques. C'est vrai que dans les programmes 2016, nous avons des croisements des enseignements et on y retrouve là aussi des compétences que nous travaillons de façon intégrée dans les disciplines dites non linguistiques. Alors, cet apprentissage dans les deux langues, donc pour nos élèves, mais aussi pour les enseignants, soulève trois problématiques. La première, elle est d'ordre organisationnel, puis pédagogique et aussi didactique. Au niveau de l'organisation de cet enseignement, c'est le document cadre qui a été mis à jour en 2018 et qui a été diffusé dans toutes les écoles bilingues qui permet de rendre l'organisation de l'enseignement bilingue basque-français officiel et dans toutes les écoles bilingues. Donc, en effet, trois notions clés permettent de structurer cet enseignement. D'une part, nous avons la macro-alternance. Alors, il s'agit de la répartition globale des enseignements dans les deux langues. Voilà, cette répartition peut se décider en équipe d'école et aussi elle peut être développée dans le cadre du projet d'école. C'est l'équipe enseignante qui s'appuie sur ce document cadre et qui propose une répartition horaire équitable dans les deux langues. Voilà, la méso-alternance, alors elle est programmée à l'avance, mais elle est davantage, elle concerne la vie de la classe et elle se décide en concertation entre les différents enseignants, donc basque et français, qui partagent le même groupe d'élèves bilingues. Voilà, alors là, cette notion désigne l'alternance entre les deux langues, de séquences ou de séances qui sont menées soit en L1 en français ou en L2 en basque. C'est vrai que c'est une organisation qui permet de donner du sens à cet enseignement et de sortir de deux monolinguismes. La micro-alternance, alors elle se reporte à l'alternance ponctuelle des deux langues et donc elle se situe au sein de la classe aussi, mais surtout, elle est le plus souvent pratiquée dans la classe de basque par l'enseignant bilingue qui maîtrise les deux langues. Alors là, on va vous donner un exemple ou du moins une proposition d'organisation d'une macro-alternance qui a été proposée aussi dans le document cadre et qui, est, à titre indicatif, peut être une aide pour les enseignants dans les écoles bilingues pour les aider à se répartir les enseignements dans les deux langues. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on n'est pas sur de la parité horaire pour l'enseignement de la maîtrise des langues. On est sur 6h30 en français et 3h30 en langue basque. Voilà, donc nous ne pourrons pas avoir les mêmes exigences dans les deux langues puisque nous ne sommes pas sur les mêmes niveaux de langue. Ça doit être très clair. En revanche, on parle d'articulation des enseignements dans les deux langues. Il ne s'agit pas non plus de répéter dans une langue ce qui se fait dans l'autre. On vise vraiment une complémentarité dans les enseignements. Là, on a aussi voulu vous donner un exemple de méso-alternance, donc comme on vous disait, qui se décide en concertation entre le binôme français et basque ou parfois l'équipe d'enseignants, parce que des fois, ça ne se résume pas à deux enseignants, cette organisation-là, parce que l'enseignant en basque a plusieurs interlocuteurs aussi en français, comme disait Isabelle. Donc là, si on se base sur les enseignements en maîtrise des langues, voilà, vous voyez qu'il y a une proposition d'organisation et toujours on vise la complémentarité. Alors comme l'accès au code est plus facile en langue basque, c'est une langue transparente et on est sur un système linguistique, une lettre, un son. Par conséquent, c'est la dimension compréhension et vocabulaire qui va être davantage approfondie en langue 2.
Voilà, donc pour rebondir sur ce que vient de vous dire Mayalène, ici, comme on est sur un enseignant une langue, les éléments de contexte sont évidemment à prendre en compte et ça complexifie un peu la tâche pour certains collègues. Bon, déjà, vous avez vu un volume horaire différent, mais surtout, au niveau organisationnel, ce qui est difficile quelquefois, c'est que la classe de basque et la classe de français n'est pas la même, c'est-à-dire que le groupe d'élèves n'est pas le même, puisque souvent, dans certaines écoles, ils sont regroupés en langue basque et puis ensuite, ils rejoignent par niveau, par exemple, leur classe respective en français. Donc, c'est sûr que l'organisation des écoles impacte sur l'enseignement. C'est vraiment une concertation permanente qui permet de mener l'articulation. Mais comme je vous le disais, l'enseignant français, il peut avoir aussi dans sa classe des élèves unilingues. Eux, il les a tout le temps. Donc, alors là, on a commencé à réfléchir plutôt sur des notions de temps 1, temps 2. Ça serait par exemple que pendant le temps 1, il a toute sa classe et pendant le temps 2, les bilingues sont en basque et lui, il garde les unilingues. Donc, peut-être articuler à ce niveau-là et voir si quelque chose peut se mettre en place au sein du binôme. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que l'enseignant en basque, donc, il a plusieurs interlocuteurs parmi les professeurs, si ses élèves sont répartis dans plusieurs classes. Donc voilà, tout ça, c'est compliqué quelquefois et c'est sur ça qu'on travaille depuis plusieurs années et on essaye de trouver des solutions pour que la concertation puisse être facilitée. Et puis ensuite, dernier point, c'est que pendant de longues années, les enseignants enseignaient la lecture en français, donc ils suivaient une méthode, et d'ailleurs, ils continuent à suivre une méthode. Il semble difficile de suivre la même méthode puisque ce n'est pas la même langue. Donc voilà, c'est une méthode conçue pour un enseignement unilingue et donc là, de fait, les élèves partagent leur temps. Donc voilà, tout ça, ce sont des ajustements sur lesquels on essaye de travailler. Alors, l'autre problématique, c'est une problématique d'ordre didactique. Donc là, on vous a extrait les 5 apprentissages qui sont cités dans le guide Orange. Mais en fait, nous qui avions commencé à travailler avec les 6 composants de la lecture de Roland Guagou, on arrive quand même à faire le parallèle. C'est surtout, voilà, puisque ici aussi, on parle de lecture, écriture et compréhension. On parle de texte, de mots, de phrases. Voilà, et ce travail peut être fait dans les 2 langues. Donc, un premier focus sur le décodage. On voit que ce qui est important, c'est de travailler les correspondances entre le graphique avait à l'époque mis en avant, c'est que le tempo est très important. Donc, on retrouve aussi cette préconisation dans le guide Orange. Il faut optimiser la vitesse de découverte des correspondances entre graphèmes et phonèmes. C'est pourquoi il est très, très important de se concerter avec le collègue et de faire en sorte que les élèves avancent. Donc, il y a une complémentarité des enseignements à ce niveau-là. Voilà. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'enseignant en français, lui, il a prévu sa progression et l'enseignant en basque se calque dessus, mais on arrive de plus en plus à faire travailler les binômes ensemble. Alors, quand on construit une progression sur les correspondances, il est évidemment important de se pencher sur la complémentarité. Donc, du coup, on voit qu'il y a des phonèmes communs aux 2 langues, il y a des graphèmes communs, et puis il y a des graphèmes et phonèmes spécifiques à chacune des langues. Voilà, donc là, on avait travaillé il y a quelques années sur ce que peut être une progression commune. Donc, on avait fait passer une enquête auprès des enseignants, pardon, auprès de nos élèves, donc des enseignants. Et ils utilisaient beaucoup la méthode Pilotis en français. Il existe une seule méthode en basque, donc on avait fait un peu le parallèle entre les deux, de manière à ce que les occurrences des sons puissent être travaillées en temps utile dans chaque langue. Donc ça, c'est un outil de travail pour les enseignants où on a mis en parallèle les sons. Alors, parmi ces sons et ces graphèmes, il y a des phonèmes et des graphèmes communs, là, que vous voyez en jaune. Ensuite, en rose, vous voyez quand le phonème est le même, mais le graphème est différent dans les 2 langues. Et ensuite, en vert, ce sont les sons spécifiques à chaque langue. Donc, il s'agit de construire des outils et des supports communs entre les langues. C'est toujours dans l'objectif de faciliter cette continuité des apprentissages. Donc, on va vous montrer des illustrations. Donc, il y a des outils collectifs, des outils de l'élève. Donc, voilà, vous voyez, vous aurez un exemple de ce que peut être un cahier de l'élève bilingue, quel peut être l'affichage, etc.
Et donc, l'idéal pour les élèves bilingues, ce serait de disposer d'outils communs, ce qu'on arrive de plus en plus à mettre en place dans les classes. Et puis, si le binôme d'enseignants partage la classe, alors là, c'est encore mieux, puisqu'ils peuvent aussi aller jusqu'à un affichage commun bilingue. Voilà. Donc, quand ce n'est pas possible, on essaye de les guider vers une piste de même configuration de support, même s'ils ne sont pas bilingues, ou qu'ils aient au moins à peu près la même façon de travailler. Donc là, je vais vous montrer des illustrations. Donc là, vous avez un exemple de cahier de son bilingue. Donc à gauche, vous voyez la page blanche, c'est en français sur le son, et en vert, c'est la page en basque. Donc, on préconise aussi de mettre une couleur différente pour les élèves du CP pour qu'ils différencient bien en quelle langue est fait ce travail. Et de l'autre côté, le deuxième cahier, vous voyez que c'est un son spécifique à la langue française, le U, qui n'existe pas en langue basque, sauf dans un dialecte précis. Mais bon, ici, donc du coup, là, sur la page en face, on voit bien qu'il n'y a pas d'équivalent en basque. Donc voilà un exemple d'affichage bilingue. Donc là, il avait choisi le rose pour le basque. Donc le même son avec des référents pour chaque langue, avec une entrée phonémique ici. Voilà, donc ensuite les boîtes à mots qui peuvent être utilisées, les étiquettes. Donc là, il s'agit plutôt d'outils de travail qui peuvent être travaillés dans les deux langues, dans une seule langue. Donc ça, c'est le binôme qui se concerte. Ici, c'est un exemple d'enveloppe. Donc, c'est les enveloppes qui sont à disposition donc, pour chaque élève. Une première enveloppe où il met les mots connus, une deuxième enveloppe où il met les mots qu'il est en train d'apprendre, et puis une troisième enveloppe où il met les mots qu'il ne sait pas encore lire et écrire, par exemple. Voilà, ça peut être une méthodologie qui peut être appliquée dans les deux langues. Anagraphe, donc je pense que c'est un outil que vous connaissez. Il permet de calculer le taux de déchiffrabilité d'un texte en français et en fonction, oui, des correspondances graphophoniques étudiées par les élèves. Donc, il permet d'évoluer au niveau des textes qu'on voudrait proposer aux élèves. Donc, on a essayé de le mettre en pratique sur des textes en basque, mais ça ne marche pas puisque cet outil a été construit pour le français. Voilà, donc même si le basque et le français ont le même principe alphabétique, chacune des langues présente ses propres particularités dans son découpage phonémique. Alors, apprendre à écrire, c'est l'autre dimension de l'apprentissage de la lecture et on l'a surtout approfondi cette année. Et on s'est basé sur les travaux de Bernadette Kervin, voilà, qui a constaté et qui a pu mettre en évidence lors de son... il me semble que c'était lors de sa conférence en octobre 2018. Voilà, elle a dit que l'écriture, en effet, était parfois un peu mise de côté au profit de l'enseignement de la lecture et surtout qu'il était très important de l'enseigner à l'école et pour ça, qu'il fallait former les enseignants à cet enseignement de l'écrit. Voilà, alors elle a surtout aussi essayé de souligner l'importance du processus d'écriture, de l'activité scripturale surtout, puisque ça ne se réduit pas au produit ou à l'acte d'écrire. Et donc, elle parle des stratégies anticipatrices et le temps de préparation à l'écriture qui est très important et qui a du coup un fort impact sur le produit, sur l'écrit produit. Voilà. Et c'est vrai que l'activité, ce processus étant très complexe, on a tout à se demander ce qu'on a à gagner, excusez-moi, à anticiper, à préparer ces temps d'écriture. Alors là, on va vous donner à voir des exemples de projets qui ont été menés dans les deux langues, des projets d'écriture, donc un même album écrit dans les deux langues. Là, le choix des enseignants a été de l'écrire dans les deux langues. Donc, il n'y a pas une articulation des deux langues, c'est vraiment un album bilingue, voilà, avec une partie écrite en basque et exactement la même en français. Voilà, c'est un choix. Là, on voit ce temps de préparation important qui se fait aussi dans les classes en L2. Hein, donc, il ne faut pas non plus se priver, parce comme c'est une activité complexe, on pourrait penser que comme c'est une langue moins maîtrisée que le français, que c'est plus compliqué, mais pas du tout. Et surtout quand les temps de préparation sont bien structurés,
on voit qu'il y a des productions très intéressantes en langue 2 aussi. Alors, donc la troisième composante, si on peut dire, là, c'est une autre problématique, c'est apprendre à comprendre. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on en entend de plus en plus parler. La compréhension, ça s'enseigne. Il faut vraiment on nous conseille de mettre en place un enseignement explicite pour la compréhension et pour que les élèves puissent voir un peu quelles stratégies ils peuvent mettre en place pour comprendre un texte. Donc, donc, pour nous, la question, c'est comment articuler ce travail de compréhension dans les deux langues. On a des exemples comme ça, on a travaillé sur des exemples qui illustrent cette articulation. Par exemple, mais on n'a pas le temps de vous les montrer, on avait construit un référentiel qui s'appelle Dire, lire et écrire. Et ensuite, on avait aussi travaillé une année sur des albums en deux langues. D'ailleurs, ça continue, hein, le travail dans certaines classes. Travailler le même album en deux langues, donc pareil, pour pouvoir articuler les séances. Une séance en français, le lendemain, reprise de la séance, mais en basque, et puis on continue. Voilà, là, on n'a pas du tout le temps de vous le montrer, mais voilà, c'est plutôt sur ça qu'on travaille, sur cette articulation des enseignements, pour que les élèves aient vraiment des méthodes de travail qui puissent retrouver d'une classe à l'autre, même si le niveau de langue n'est pas le même, bien sûr, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Et on travaille aussi sur les traces écrites de tout ce processus de l'enseignement, de la compréhension. Alors, par exemple, ici, la première photo, c'est une photo sur l'affichage chronologique, donc des images de l'album. Ensuite, vous avez aussi à droite un peu le schéma narratif de l'histoire. Et nous avons des cartes qui pour travailler soit le vocabulaire ou bien aussi pour travailler les sons. Et puis, on retrouve notre boîte à images qui peut faire travailler soit le lexique, soit les sons. Ça dépend. Ça peut être le même outil pour les deux. Donc voilà, les masques pour pouvoir mettre en scène l'histoire. Ensuite, on avait travaillé aussi sur un mini-album, c'est-à-dire qu'on prenait les éléments principaux de l'histoire qui était racontée. Il y avait une production d'écrit sur un mini-album, une carte d'identité en bas à gauche là, de chaque personnage, donc, qui permet aux élèves de réfléchir un peu sur les spécificités de chacun. Et ensuite, pour la compréhension, un élément important, c'est se mettre à la place des personnages, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs états d'esprit, etc. Et leur faire aussi imaginer des dialogues qui n'existent pas dans l'histoire et qu'ils imaginent entre les personnages. Donc là, vous avez un autre exemple du schéma de récit bilingue, du Bon appétit Monsieur Lapin, qui avait été travaillé dans les deux langues, là. Et donc, à gauche, vous avez le schéma du récit, à droite, le tapuscrit, sur lequel a été rajouté en orange le texte en langue basque. Le Visibiléo, sur lequel je pense que c'est l'IFE qui fait ses propositions, pareil, pour travailler... C'est Maryse Bianco, pardon, je me trompe de référence. C'est pour travailler un peu la construction de l'histoire, quoi. Et donc là, on vous a donné un exemple sans texte, il y a juste les images. Donc à partir de la même affiche, on peut travailler dans une langue ou dans l'autre. Voilà. Mais on peut aussi faire la même chose avec des morceaux de texte. Le sac à album, ça a été expérimenté dans plusieurs écoles et c'est quelque chose qui marche très très bien et qui permet aussi de faire du lien avec les familles. Donc, quand un album est travaillé dans les deux langues, on met tous les supports sur lesquels on a travaillé dans un sac qui part à la maison le week-end d'un élève après l'autre. Et donc, les élèves peuvent, avec leurs parents, reprendre des petits jeux de mémoire. Ils peuvent écouter l'histoire enregistrée. Il y a des marottes, il y a voilà, tout un tas de matériel qui leur permet de parler de ce qu'ils ont appris dans une langue et dans l'autre. Évidemment, dans certaines classes, quand il y a un coin écoute bilingue, plurilingue, c'est vraiment un outil très intéressant quand sur lesquels les élèves peuvent être en autonomie, par exemple. Donc là, bon, il y a le français, le basque, mais aussi la langue qu'ils sont en train d'apprendre par ailleurs. Donc, vous voyez, il y a des jeux, il y a des albums, il y a des livrets de comptines, et puis tous les outils numériques qu'on peut adosser à ce qu'on est en train de travailler. Alors, une autre problématique, vous vous souvenez de notre triangle, là, la troisième problématique, c'est donc d'ordre pédagogique, donc qu'il faut vraiment prendre en compte. Et nous, on a beaucoup travaillé sur quelques gestes professionnels
qui peuvent être mis en place quand un binôme d'enseignants partage le même groupe d'élèves. Et ensuite, on a travaillé sur des pratiques qui fonctionnent dans certains binômes. Donc, le travail en équipe, hein, bien sûr, très important. Il n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc, on a mis binôme d'enseignants, voire du trinôme, parce que quelquefois, comme je vous le disais, il peut y avoir 2 enseignants différents en français, puisque les élèves peuvent être répartis sur 2 classes différentes en français. Donc, d'où l'importance de la concertation. Donc, importance d'élaborer une démarche commune et cohérente, et pour ne pas que les activités qui sont proposées dans chaque langue se répètent, mais au contraire qu'elles se complètent. Et ensuite, pour la construction des supports et des outils communs, tout ce qu'on vous a montré juste avant, pour l'enseignant aussi, hein, en élaborant des fiches de préparation, par exemple pour une séquence qui pourrait être bilingue, voilà, puisqu'on vous a montré progression, des référentiels et des affichages et des outils collectifs et individuels pour les élèves. Donc là, on parle d'enseignement explicite. Donc pour nous, l'enseignement explicite en classe bilingue, ça veut dire que ça doit être explicite dans les 2 langues. Donc ça veut dire que vraiment, il y a un tressage des langues dans la classe. Les enseignants travaillent vraiment en concertation et on amène les élèves à faire des comparaisons entre les langues le plus souvent possible. Alors comme vous l'a dit Mayalène tout à l'heure, c'est vrai que nous ici, la réalité fait que c'est souvent l'enseignant bascophone qui est bilingue et que l'enseignant francophone, il n'est souvent pas bilingue, mais bon, de plus en plus quand même, on arrive à faire du lien, enfin, on essaye de trouver comme ça des compensations et on essaye de faire en sorte qu'ils arrivent quand même à faire du lien. Et ça permet aux élèves comme ça de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans une langue ou dans l'autre, une langue par rapport à l'autre. Bon, là, je n'ai pas le temps de donner des exemples. Quand il s'appuie sur des mêmes supports ou des mêmes traces collectives bilingues, ça aide à faire du lien. Voilà. Même si l'enseignant français n'est pas bilingue, la trace, le support collectif permet de faire Voilà. le lien entre les 2 Et langues. du coup, c'est les élèves souvent qui sont amenés à faire ce lien. C'est très, très intéressant comme compétence à développer chez les élèves, justement. Bon, on a parlé de l'importance des activités orales à privilégier effectivement en langue 2, même si on n'oublie pas l'écrit. Et bon, bien sûr, on incite, nous, les collègues, à travailler le plus possible ces activités orales en petits groupes pour qu'il y ait vraiment des échanges et de la communication. Alors, donc là, des pratiques qui ont été expérimentées ici. Donc, on va vous montrer quelques illustrations pour finir là. Et donc, ça peut être la lecture du même album dans les 2 langues, comme on l'a déjà vu. On a vu avec Bon Appétit, Monsieur Lapin. Ça peut être lire, écrire à partir de l'écriture d'un même album. Vous avez déjà vu tout à l'heure une photo. On va vous montrer voilà, juste une photo parce qu'on a le temps. On ne peut pas passer de vidéo. Donc, mise en scène d'une même histoire dans les 2 langues. Ça peut être une élaboration de la maquette qui servira dans les 2 langues pour raconter l'histoire, ainsi que la conception d'un kamishibai pour qu'il puisse raconter l'histoire dans les 2 langues. Voilà. Donc, par exemple, pour le loup sentimental, qui a été publié aussi en langue basque, les élèves avaient mis en scène cette histoire. Donc, vous voyez, en blanc, c'était en français, en vert, c'était en basque. Donc, on le retrouve dans l'affichage dans la salle où ils s'entraînaient à faire leur petite pièce de théâtre. Donc, une scène, un épisode, mettons, en français, un épisode en basque, une scène en français, une scène en basque. Pareil pour la maquette qui avait été élaborée, donc la maquette de la classe qui servait aussi bien dans une langue que dans l'autre pour faire raconter l'histoire et pour faire oraliser les élèves. Et par chapitre. Par chapitre. Voilà, une langue un chapitre, le lendemain, l'autre langue, l'autre chapitre. Et en faisant toujours quand même un rappel de ce qui a été vu la veille, même si c'était dans une autre langue. Voilà. Alors là, c'est une proposition, enfin, ça a fait l'objet de notre formation cette année pour les enseignants bilingues, un projet d'écriture dans les 2 langues. Donc, on avait proposé une séquence qu'ils ont pu articuler dans les 2 langues ou alors 2 séquences complémentaires, une menée en basque et l'autre en français. Donc, sur 2 supports que vous pouvez voir, 2 supports différents. Sur la même séquence articulée dans les 2 langues, même si les enseignants travaillaient sur des supports différents, leur travail était complémentaire. Et vous allez voir, là, c'est juste une trace, la trace finale du projet. C'est-à-dire que tout ce qui a été travaillé, conçu
recherché en français a été repris en langue basque, bien sûr en identifiant, en ciblant un lexique spécifique, une ou deux structures en langue basque, pas plus, parce que là aussi le niveau de langue ne permet pas de faire les mêmes choses qu'en français. Mais en tout cas, la phase finale a permis aux élèves de produire des phrases en français, en basque, donc dans les deux langues. Voilà, et voilà, et qui a été validé ensuite par des critères de réussite aussi qui répondaient à chacune des langues. Mais voilà, à partir d'un affichage, encore une fois, bilingue, qui a permis aux enseignants de faire du lien entre ce qui se fait en français et ce qui se fait en basque. C'est pour ça qu'on a voulu conclure, ou on souhaite conclure avec Mariela Causa, qui est une chercheuse et enseignante à la Sorbonne, mais aussi à l'Université de Bordeaux-Montaigne, et qui est une didacticienne des langues. Et c'est vrai que Mariela Causa met en avant toutes ces stratégies de communication que mettent en place les élèves grâce à ces alternances qu'on peut faire entre la L1 en français et la L2. Voilà, donc je ne voudrais pas oublier. Donc, elle parle de transfert qui s'opère d'une langue à l'autre, et donc elle propose des articulations séquentielles entre la L1 et la L2. C'est très intéressant. On s'est bien appuyé dessus, notamment dans le projet de production d'écrits. Voilà. Et d'ailleurs, ça donne une valeur, un statut à la langue 2 au sein de la classe et de l'école. Très bien. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de voir les chiffres clés de la transmission de la langue. J'ai mis dans l'enseignement un chiffre de 35 000 apprenants qui comprend également les formes d'apprentissage après l'école, hein, donc l'enseignement au sens large. Donc en Bretagne, on est sur un chiffre qui est assez constant ces dernières années de 35 000 personnes. Je vois qu'il y a une petite faute de frappe, excusez-moi, c'est une petite coquille, 35 000 apprenants. En gros, on a 31 000 élèves de la maternelle au lycée sur des modalités qui sont très différentes, qu'on va étudier par la suite. Dans ce chiffre global, il y a une évolution en croissance de l'enseignement bilingue constante d'année en année, et puis par contre des chiffres sur l'optionnel qui sont eux en baisse, hein. Donc on a un chiffre qui est relativement stable. Et ensuite, après le lycée, donc environ 4 000 adultes. C'est pour ça que j'ai mis environ 35 000 apprenants, parce qu'en fait, cette année, avec le ou la Covid, on a juste une estimation pour notamment les adultes qui apprennent la langue dans les cours hebdomadaires, puisque les cours ont été fermés dès octobre, et donc on est là sur une estimation pour l'instant qu'on n'a pas encore réussi à valider. Mais voilà, on a un chiffre global qui est 35 000, ça donne un ordre d'idée, hein. Ensuite, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir les outils dont on dispose en Bretagne et voir combien d'effectifs sont concernés à chaque fois. Donc, comme vous le savez, pour la langue bretonne, nous avons donc 2 académies concernées. La principale est l'Académie de Rennes, avec donc parmi les outils importants, la convention État-région, donc la première ayant été signée en 2002. Nous sommes aujourd'hui sous la convention 2015-2020 qui est en train d'arriver à son terme, et une nouvelle convention est en négociation. Mais les élections régionales sont venues, je ne sais pas si on peut dire percuter, mais en tout cas ont eu une influence sur la signature de cette nouvelle convention. Elle n'est pas achevée. Mais en tout cas, on a cet outil qui est vraiment important, hein, sur le développement de la langue, avec donc 4 dispositifs pour la transmission de la langue à l'école. Le premier, c'est évidemment l'enseignement bilingue, avec donc 3 réseaux. Le réseau associatif par les écoles vivantes depuis 1977, les écoles publiques depuis 1982 et le réseau catholique depuis 1990, avec pour chaque
chacune de ces filières a un CRPE spécial. Et puis des masters MEF qui sont proposés à l'INSPE, à l'ISFEC pour l'enseignement catholique et à Kellen pour l'enseignement associatif. En tout, donc, cela représente 18 352 élèves à la dernière rentrée, dont 3 680 sont en immersion. L'immersion n'étant appliquée en Bretagne que pour les écoles associatives pour l'instant. Ensuite, bien, il y a l'enseignement dans le second degré, par l'option, donc avec un CAPES qui existe depuis 1985, donc il n'est pas un CAPES monovalent, mais on n'avons qu'un CAPES bivalent avec une seconde valence sur 4 disciplines, et puis une agrégation qui a été ouverte en 2018. Alors, les postes ne sont pas ouverts tous les ans. Là, c'est la deuxième session seulement depuis 2018. Et donc, avec l'option et la langue vivante, nous avons en tout 3 594 élèves dans l'académie de Rennes, qui sont en collège et en lycée, dont une petite majorité dans le public, avec 1942 élèves. Ensuite, nous n'avons pas de dispositif d'enseignement de la langue dans le premier degré, à la différence de ce qui peut se passer en Corse, par exemple. Et nous avons un dispositif d'initiation de la langue dans le premier degré qui est dispensé par des intervenants extérieurs, qui sont des intervenants salariés par des associations qui sont, dont l'intervention est validée par la direction académique. Donc, c'est un dispositif spécifique qui existe dans le Finistère. Il y avait auparavant des enseignants qui étaient de l'éducation nationale dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. Des enseignants qui pouvaient… Merci de couper vos micros pour les gens qui auraient oublié de le couper. Pardon, Vincent. Non, je vous en prie. Mais désormais, ces dispositifs se sont éteints. Et donc, depuis 2000, nous n'avons que cette initiation dans le premier degré qui concerne, en gros, chaque année autour de 8000 élèves. Et à la dernière rentrée, nous étions à 8062. Donc, voilà les grands outils dont dispose l'Académie de Rennes, de la quasi-totalité des outils, mais pas, par exemple, l'immersion dans le public et pas l'enseignement de la langue dans le premier degré. Dans l'Académie de Nantes, la situation est bien différente. D'abord, il n'y a pas de convention État-région, malgré ce qu'indiquent les textes. Donc là, c'est un outil important qui manque. L'enseignement bilingue s'est développé assez rapidement dans le secteur associatif dès 1978. Il a fallu attendre beaucoup plus longtemps pour que dans le public, la première filière ouvre, puisque vous voyez, c'est en 1999 seulement. Ça a été le cas également dans l'enseignement catholique cette même année. Il y a un CRPE spécial dans le public, mais pas dans l'enseignement catholique ni pour Diwan. Et puis, surtout, quand même un manque très important, c'est qu'il n'y a pas de formation à l'INSPE. Il y a un CRPE spécial public, mais il n'y a pas de formation à l'INSPE pour préparer ce concours. Et une fois qu'on a eu le concours, lors de l'année de stagiairisation, eh bien, on n'a pas de formation spécifique pour ce concours spécial. Donc, ça, c'est un manque, évidemment, qui ne doit pas perdurer. Aujourd'hui, donc, l'enseignement bilingue concerne des effectifs beaucoup moins importants que dans l'Académie de Rennes, bien évidemment, avec 813 élèves, dont 379 en immersion. L'enseignement dans le second degré, j'ai remis les diplômes puisque ce sont des concours nationaux. Là, on est quasiment à la fin, puisqu'il n'y reste plus que 3 élèves dans un seul lycée public. Et cette option va fermer à la prochaine rentrée. C'est-à-dire qu'on a eu tout un réseau de collèges et de lycées qui ont ouvert dans les années 80 et 90. Et puis, le rectorat les a fermés petit à petit ces 15 dernières années. Et là, on arrive à la fin de ce processus, ce qui est évidemment une évolution très, très négative et un constat grave en réalité, puisque ce qui se passe là, est évidemment, on ne permet pas aux élèves d'apprendre la langue dans l'optionnel ou en tant que langue vivante. Il n'y a pas de dispositif dans le premier degré pour ni l'enseignement ni l'initiation. Donc on est vraiment sur des dispositifs beaucoup moins avancés dans cette académie.
Alors, une fois cela étant dit, pour revenir au thème de la table ronde, quelles sont l'efficacité de ces dispositifs, en tout cas dans l'enseignement bilingue, puisqu'il n'y a que là qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites dans le cadre de la convention 2015-2020. Il était prévu des évaluations organisées par le rectorat avec des objectifs qui sont plus élevés que la circulaire du 12 avril 2017. Surtout pour en fait le collège et le lycée, hein, puisque donc en cycle 3, il est prévu dans la convention que 90% de la cohorte doit maîtriser le niveau A2 en CM2. Le cycle 4, au terme du cycle 4, 90% de la cohorte doit maîtriser le niveau B2, et au terme du cycle, enfin du lycée en terminale, eh bien 90% de la cohorte doit maîtriser le niveau C1. Alors, ces objectifs ayant été posés dans la convention, eh bien, il y a un comité de suivi au sein de la convention qui se réunit 2 fois par an, et puis également un compte rendu qui a été fait en Conseil académique des langues régionales. Donc, les chiffres que je vais vous proposer sont les chiffres qui ont été divulgués et proposés lors du CLR de 25 juin 2019. D'abord, donc des résultats pour les CM2 pour le niveau A2 qui sont pas très loin de l'objectif de la convention, mais qui n'y sont pas. C'est-à-dire qu'on a 79,4% des élèves qui atteignent le niveau A2 à la fin donc, du CM2 au lieu de 90%, avec des disparités entre les réseaux. Hein. Dans le réseau public qui donc est à parité horaire, on est à 74%. Dans l'enseignement catholique, on est un peu en dessous. Et à Diwan, on est quasiment à 100%. Ensuite, il y a une évaluation pour les troisièmes qui a été plus poussée dans le rendu des résultats. Et là aussi, donc, on a un objectif B2 qui n'est atteint que pour 39,2% des effectifs au lieu de 90%, donc on n'y est pas. Avec là aussi, vous le voyez, des différences notables entre les réseaux, hein, 26,8% pour le public, 18,8% seulement dans l'enseignement catholique, et puis à Diwan, à peu près 2/3 des effectifs. Donc, pour le B1, on est là aussi avec des différences, et puis sur le A2 notamment, on est sur des différences importantes, puisque il n'y a quasiment aucun élève, même s'il en reste 2,5%, mais c'est quand même très faible, de Diwan qui a le niveau A2 en fin de collège. Et puis, on a près d'un tiers des élèves de l'enseignement catholique, ce qui est très important. Donc, bon, ces chiffres-là ne sont pas non plus des révélations, puisque pas illogique que, évidemment, le temps d'exposition à la langue ait une influence sur la maîtrise de la langue. Et donc, les élèves qui sont en immersif ont des résultats plus élevés sur leur maîtrise de la langue. Alors, ce sur quoi a pesé l'équipe qui a fait ces évaluations, c'est qu'il y avait globalement une meilleure maîtrise de la langue à l'oral qu'à l'écrit. Donc, parce que évidemment, là, c'est des chiffres globaux que je vous propose, mais on pourrait rentrer plus dans le détail. Et puis, alors, pour l'évaluation pour les élèves de lycée, là, on est sur un dispositif qui est quand même beaucoup moins poussé, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'évaluation faite réellement dans les lycées. C'est une évaluation qui a été faite au vu de ce qui s'appelait encore en 2018 la LV2, donc la LV2 en breton au baccalauréat. Donc, c'est ces copies-là qui ont été évaluées à l'écrit. Donc, les chiffres n'ont pas la même valeur, évidemment, que les autres évaluations. Avec là, donc on n'a pas de données par système
d'enseignement, puisque les copies sont, les évaluations, enfin en tout cas les copies sont anonymes, donc on n'a pas pu les rattacher à telle ou telle filière. Hein, donc là, l'objectif est donc 90% en C1 et on n'a que 25,5% en réalité, avec surtout en réalité un niveau B2 qui est atteint pour la moitié des élèves. Voilà ce qu'on peut dire sur les évaluations. Alors, en conclusion, comme je le disais, d'abord, il y a un lien entre le temps passé à apprendre dans la langue et évidemment le niveau de maîtrise qui est évalué ensuite. Ça, ce n'est pas une surprise. C'est vrai que dans l'enseignement public qui scolarise le plus d'élèves aujourd'hui en Bretagne, la moitié des élèves, donc on a uniquement la parité horaire et bien au collège, on a vu qu'on est assez loin des objectifs et ce n'est pas complètement étonnant parce que donc l'objectif c'est la parité horaire, mais depuis la circulaire du 12 avril 2017, c'est plus vraiment un objectif puisque la circulaire dit qu'on doit tendre vers la parité horaire et tendre ce n'est pas atteindre. Donc cette circulaire a rabaissé l'objectif et puis en fait en Bretagne ce qu'on voit c'est qu'on a 33 pôles publics bilingues en collège et il y a en fait un seul collège qui est à parité horaire à cette rentrée. Effectivement, c'est-à-dire que le nombre de DNL présents et le nombre d'enseignants surtout présents, il n'y a qu'un seul collège. Donc l'objectif, donc on n'est pas sur l'immersion, mais sur la parité horaire, on tend à cette parité horaire et en fait il n'y a qu'un seul collège sur 33 qui est dans cette parité horaire et donc là on a tout un travail je pense à faire pour enrichir ces collèges de plusieurs DNL puisque aujourd'hui en fait près des 2/3 des collèges n'ont en fait que 3 heures de breton en optionnel et puis une DNL. Donc on est très très loin en fait de la parité horaire. Et puis deuxième point, dans ces évaluations, on a des évaluations, évidemment c'est un outil intéressant, important de pilotage, mais on a des évaluations uniquement sur la langue bretonne, qui est évidemment un objectif, mais ce serait également intéressant d'avoir des évaluations sur le niveau de maîtrise à la fin du cycle 3 sur le français ou les mathématiques. On sait qu'au Pays Basque, on a eu des évaluations qui ont été faites en ce sens sur la maîtrise du français. Elles sont très importantes ensuite pour savoir justement tout l'apport qu'ont les filières bilingues sur également les apprentissages dans d'autres disciplines. Et ça, je pense que c'est un objectif qu'on doit pouvoir poser sur les années qui viennent. Ce n'est pas seulement évaluer le niveau de breton, ce qui est évidemment indispensable, mais aussi évaluer le niveau de français et de mathématiques. Je pense que ce sera indispensable à l'avenir. Merci Vraz, Vicente, pour cet exposé qui permet d'avoir un état des lieux, évidemment, pour la région Bretagne, ou l'Académie de Rennes et aussi l'Académie de Nantes. Avant d'entrer dans une autre intervention, celle de Pasquale Ottavi, si je peux te demander en 2 minutes, peut-être au travers d'une question, qu'est-ce qui te semblerait devoir être une marge de manœuvre ou une marge de progression aujourd'hui du point de vue de la Bretagne pour améliorer et le nombre de locuteurs et la qualité des locuteurs. Bon, tu viens de nous le dire pour ce qui est des DNL, notamment au collège. Et puis, qu'est-ce qui te semblerait être pour toi une priorité, je dirais, à mettre d'abord dans la nouvelle convention État-région, qui serait prioritaire? En 2 minutes, si tu veux bien, puis après on passera la parole à Pasquale et puis on prendra le débat après. Je pense qu'on a à intensifier en réalité l'exposition et la pratique de la langue dans les différents réseaux, notamment dans l'enseignement public, qui est aujourd'hui la filière qui scolarise le plus d'élèves. Donc, je le dis, dans le secondaire, on a vraiment un différentiel très fort entre le passage du primaire vers le secondaire. On passe de la parité horaire qui est globalement respectée dans le premier degré
à une parité horaire qui n'existe quasiment pas en réalité dans le second degré. Donc là, il y a un gros travail, et ça, c'est lié aussi à l'évolution du CAPES de Breton, qui n'est on n'a pas de CAPES monovalent, on a des bivalences qui sont limitées à 4 disciplines et pas de postes fléchés, enfin des disciplines fléchées. Donc on peut avoir sur les 2 postes uniquement qu'on a chaque année, ce qui est évidemment trop faible, eh bien, des enseignants d'anglais qui arrivent, qui ne pourront pas faire leur matière en breton. Donc on a besoin d'avoir des CAPES fléchés, et un CAPES monovalent et beaucoup plus de postes, puisque en fait les effectifs en CM2 ont augmenté très fortement ces dernières années, hein, de 55% en 10 ans. Et par contre, le nombre de postes au CAPES, lui, est resté insensiblement le même, donc à 2 postes par an, ce qui évidemment ne répond pas aux besoins. Donc on a ce travail dans le second degré à mettre en place, et puis bien, le chantier de l'immersion également dans le premier degré. Mais ça, on sait que c'est l'actualité récente nous montre que on n'a pas pris le train pour l'instant, et que le train là ne semble plus vouloir avancer. Donc c'est un vrai manque. Merci Vicente. Je complète en disant, je crois que c'est Gwenolé qui mettait dans le chat tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu, des chiffres concernant l'utilisation de la langue, et je pense que c'était dans le premier degré. Je crois que Gwenolé soulignait, mais il pourra le redire tout à l'heure, c'est 17%, je crois, des enseignants qui n'arrivent pas à atteindre les 50% de langue bretonne dans l'enseignement, et 25% seraient à 50%, et 58% d'entre eux seraient un petit peu au-delà, ou seraient au-delà des 50% dans la langue régionale, quoi. Voilà, donc ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la parité est à peu près atteinte dans le premier degré, oui, et encore, il y a peut-être même là aussi à ce niveau-là des choses possiblement à travailler. Bon, je vais démarrer. Donc bonjour, Valérie Sipaï-Malami, et là je m'exprime en tant que présidente du centre de formation de la fédération. Donc la commande qui m'a été faite, c'était de vous rappeler un petit peu comment fonctionne la fédération et comment fonctionne la prise en charge des revendications au sein de la fédération. Donc je pars du basique parce que le groupe, notre groupe de stagiaires est relativement hétérogène. Il y a des camarades qui connaissent tout par cœur, et alors à cela, ce que je leur propose, c'est d'écouter attentivement et de me dire tout ce qui ne va pas. Ensuite, avec bienveillance, bien entendu, parce qu'on a prévu aussi cette année au centre de formation de faire une formation qui s'appellerait mon premier congrès fédéral, à destination des militants qui n'en ont pas l'habitude. Et donc, ce type d'intervention, on souhaite le généraliser parce qu'on a un fort renouvellement de génération en ce moment dans les appareils militants. Et ça nécessite ce renouvellement de génération, que les uns et les autres puissent vraiment s'approprier nos modes de fonctionnement. Ensuite, on peut les critiquer, nos modes de fonctionnement, ce n'est pas un souci, mais les connaître, ça permet de les comprendre et de faire de la critique constructive sans trop s'énerver, ce qu'on a constaté à notre dernier congrès de Clermont-Ferrand. Alors, la FSU repose sur une triple structure. Il y a des syndicats nationaux, donc nous tous ici présents, nous sommes souvent au SNUIPP, le syndicat qui regroupe les personnels du premier degré. Souvent nous sommes au SNES, qui regroupe une grande partie des personnels du second degré, mais il y a d'autres syndicats dans le second degré, par exemple l'éducation physique. Enfin, il y en a d'autres, je vais pas détailler parce qu'on est 22 syndicats dans la FSU de mémoire. Donc, les syndicats nationaux constituent une partie de l'organisation de la Fédération syndicale unitaire. Par ailleurs, l'organisation repose aussi sur une structure en section départementale. Donc, vous pouvez être dans la section départementale du 64, du 29, etc. Ces sections départementales, elles regroupent l'ensemble des corps de métiers qui sont adhérentes à la FSU. Donc, c'est intersyndical, si vous voulez, les sections départementales. Et chapeautant ce petit monde, il y a un exécutif national qui est piloté par un secrétariat général. Vous connaissez peut-être le nom de notre secrétaire général actuel, Benoît Test. Et par ailleurs, dans la fédération et dans la majorité des syndicats, il y a une organisation qu'on appelle en courant de pensée ou bien encore en tendance. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, sur certains points, se reconnaître dans un projet de société, puisque la fédération, elle a 2 objectifs: défendre les syndiqués, défendre donc le métier des syndiqués, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Ça a été vu, moi quand j'étais là hier, je l'ai entendu, par exemple, comment faire pour avoir un emploi du temps qui convienne, pour pouvoir exercer en langue régionale et pas être obligé de faire autre chose à côté. Donc ça, c'est la défense du métier, mais on défend aussi un projet de société.
Le projet de société, là, en l'occurrence, ça pourrait être, dans notre projet de société, quelle place pour les langues régionales et quelle place on y trouve en tant que locuteur dans les différentes instances, etc. Et donc, on peut avoir dans la fédération des points de clivage qui dépassent les syndicats nationaux et qui sont portés par ces fameuses tendances à partir desquelles j'ai digressé. Les deux principales tendances sont unité et action, la tendance majoritaire, et puis la tendance école émancipée. Je vous donne un exemple. La tendance unité et action dit que l'organisation du lycée en 3 voies et en série, à l'intérieur des voies, enfin jusqu'au lycée Blanquer, a du sens. École émancipée dit probablement un lycée unique qui pourrait être polytechnique aurait du sens. Et donc depuis très longtemps, on débat entre nous, entre tendances, sur ces deux modèles possibles pour le lycée. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a un certain nombre. Donc on peut se reconnaître plutôt dans une tendance ou dans une autre. Vous aurez l'occasion l'année prochaine, en tant que syndiqué, d'adhérents, d'effectuer ce qu'on appelle un vote d'orientation, c'est-à-dire que vous allez voter pour le renouvellement des instances de la FSU et vous allez voter pour une tendance ou pour une autre. Actuellement, l'école émancipée doit être à 20-30% et UEA, je ne sais plus, entre 60 et 70% dans la fédération. Si je dis une bêtise, les camarades qui sont plus au fait des chiffres me diront, mais globalement, c'est ça. Et il y a d'autres tendances très, très minoritaires pour le coup. Alors, la FSU regroupe des personnels de la fonction publique d'État, c'est-à-dire nous, par exemple, on est dans l'éducation. Il y a aussi des personnels dans la culture, dans l'agriculture, dans la justice, on a des personnels de Pôle emploi, etc. Et on regroupe aussi des personnels de la fonction publique territoriale. Je suppose que, par exemple, dans la question des langues régionales, par exemple, je me pose la question, est-ce que quand vous êtes en immersif, est-ce que les ATSEM participent aussi de cette immersion ou pas? J'en sais rien, mais ça pourrait être une question à travailler avec le SNUTER, par exemple, qui est notre syndicat de la fonction publique territoriale. Donc, on a de très nombreux dossiers, puisqu'on a de très nombreux personnels ayant des centres d'intérêt très différents. Et on a parmi ces dossiers certains qui intéressent l'ensemble des adhérents. Si par exemple, je vous parle des salaires, si je vous parle de la retraite à points, typiquement là, tous les adhérents sont intéressés au même titre. Par contre, on a des dossiers plus pointus. Si je vous parle par exemple des parcs nationaux, c'est plutôt le syndicat de l'environnement qui va être pointu sur la question. Et quand on parle des langues régionales, il est certain que pour beaucoup d'adhérents de la fédération, parler de la question des langues régionales, ça ne suscite pas de leur part un intérêt direct particulier pour une réflexion syndicale. Donc c'est aussi à nous, quand on travaille ces différents points, y compris les points les plus pointus, de faire en sorte d'embarquer l'ensemble des adhérents dans la réflexion sur ces points-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on traite un dossier, nécessairement, on le traite en cohérence avec les autres. Donc, quand on demande des moyens fléchés et une carte de formation diversifiée pour les options, évidemment, on va le demander pour les langues régionales, on va peut-être le demander aussi pour les options en EPS, et peut-être aussi pour certaines options dans la voie professionnelle, et aussi dans l'enseignement agricole. Donc, de fait, on ne pourrait pas dire, tiens, on va demander quelque chose pour les options d'EPS qui soit complètement en déphasage par rapport à ce qu'on demanderait pour des options en enseignement artistique. Donc, on a une cohérence à trouver entre tous les dossiers que l'on traite, parce que c'est cette cohérence qui nous permet de produire notre vision globale du système d'éducation et aussi notre vision globale de notre projet de transformation sociale. Et c'est cette cohérence qui fait notre force. C'est parce que quand on va défendre un dossier, quel que soit le niveau auquel on le défend, du national au local ou bien du local au national, c'est bien parce qu'on porte le même discours partout, là je m'avance un peu près le même partout, c'est cette cohérence qui fait notre force et qui fait qu'on est écouté aussi. Donc, il faut tenir tous les bouts et franchement, ce n'est pas toujours simple, vous en avez conscience. On a parlé hier, par exemple, de la concurrence que peuvent se faire les différentes options et pas seulement les langues vivantes, langues régionales. Donc, c'est cette concurrence-là qui est extrêmement difficile à gérer entre nous. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête dans chacun de nos établissements, dans le second degré, quand on se dit que si on met 3 heures en italien, ben on ne les mettra peut-être pas en breton.
Et c'est un casse-tête aussi quand on siège en comité technique académique, en se disant qu'est-ce qu'on va défendre et qu'est-ce qu'on va dire sur la politique de répartition des moyens. Donc c'est un casse-tête à tous les niveaux. Je voulais vous dire aussi que de ce fait, une autre force qu'on peut avoir, c'est que les camarades que vous avez entendus ce matin, je ne sais pas si elles sont toujours avec nous cet après-midi, les camarades, je crois qu'elles étaient dans le 64 de mémoire, se sont refusé leur autorisation d'absence pour participer à ce stage, et c'est parce qu'au niveau national, le SNUIPP est intervenu que finalement elles ont pu être avec nous. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la force, notre force syndicale par rapport à certains collectifs ou associations, c'est que quand il y a un souci local, on peut intervenir au niveau national pour débloquer le niveau local. Et ça, c'est la force qu'on peut avoir dans un syndicat structuré à toutes les échelles, comme l'est notre fédération syndicale unitaire. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, les collectifs, les associations ont beaucoup à apporter, mais en général, elles n'ont pas cette force qu'on peut avoir nous, même si, on l'a bien dit, c'est le colosse au pied d'argile, la réglementation ne va pas toujours dans notre sens, mais on a quand même une force de frappe de par notre organisation, et aussi de par le fait que le droit syndical, il est structuré. Et donc, on a des droits. Ces droits nous permettent l'exercice d'un certain nombre de choses. Et je vous encourage les uns et les autres à surveiller l'offre de formation. Vous avez des formations départementales pour le SNUIPP, parfois c'est plutôt académique pour le SNES. Pour les militants, vous avez aussi les formations du centre de formation de la FSU. Je vous encourage à jeter un œil à ces formations parce qu'on est bien plus efficace quand on arrive à déborder de son sujet. Je vous le dis comme ça, je vais parler de moi. Moi, je suis rentrée au SNES par les SVT et par une formation justement sur la défense des sciences de la vie et de la terre. Et on se rend compte quand on fait des formations avec des collègues d'autres disciplines et à d'autres niveaux de responsabilité que finalement, quand on arrive à avoir une vision plus large des problèmes, parfois on gagne aussi en efficacité sur le terrain. Et donc, je vais quasiment finir là parce que Yann Pire et Antoine vont vous montrer comment s'articule justement nos niveaux d'intervention. Juste un petit mot sur le texte qui est mis en débat tout à l'heure. Donc, je vous rappelle que c'est un texte qui a été produit par l'équipe de préparation du stage à partir des textes qu'on a l'habitude de produire fédéralement sur la question des langues régionales. Ce qu'on a observé au fil des congrès, c'est qu'on a la nécessité d'une parole forte sur les langues régionales. Ce que j'ai observé moi aussi, c'est de notoriété publique, je ne suis pas la spécialiste des langues régionales et ce n'est pas moi qui suis toujours en première ligne sur le dossier. Par contre, ce que j'ai observé, c'est vraiment une grande diversité des dispositifs, une grande diversité des regards que portent les militants sur leur langue régionale. En particulier, parfois, il y a des différences entre métropole et, enfin, il ne faut pas dire ça, hexagone et Drôme. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que souvent, au moment du congrès national, qui aura lieu fin janvier, début février, si on n'a pas en amont préparé entre nous le travail sur les langues régionales, on a du mal à arbitrer en dernière minute les différentes manières de voir les langues régionales, alors qu'au final, on arrive à une synthèse. Mais on arrive à une synthèse de manière bien plus agréable pour tout le monde si on a anticipé le travail. Et donc, l'idée qu'on a eue de placer ce stage là maintenant, et je remercie la FSU Bretagne parce que vous aviez prévu un stage breton, et on vous a demandé de l'élargir de manière à en faire un stage national, fédéral. Et donc, vous avez accepté et vraiment, je vous en remercie beaucoup. Donc, l'idée, c'était qu'on travaille entre nous avec toute la biodiversité que peut apporter un stage, de manière à avoir un texte qui nous serve de base, à la fois pour écrire ce qu'on appelle le pré-rapport du congrès, c'est-à-dire le texte qui sera proposé aux sections départementales en décembre et janvier. Les sections départementales partent de ce texte, qui en fait, c'est un texte énorme en 4 parties qui fait des milliers de signes. Les langues régionales, ce sera un tout petit bout de ce texte-là, mais il y a beaucoup de petits bouts dans ces textes et chacun vient picorer ce qui l'intéresse. Donc, cette partie langue régionale sera soumise au débat dans les différentes sections départementales et les rapporteurs du texte, c'est-à-dire ceux qui vont présenter le texte au congrès fédéral, feront une synthèse. Et donc, l'idée, c'est de partir d'un noyau qui fait déjà le maximum d'accords qui sera dans le texte proposé à toutes les sections départementales. Ça, c'est ce qu'on vous propose de travailler tout à l'heure. Après, les sections départementales, et donc vous, quand vous allez le travailler dans vos congrès départementaux, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous pourrez rajouter ce que vous voulez dedans.
C'est la liberté des congrès départementaux. Puis après, ça va passer au congrès national et là, ce sera voté et ça deviendra la feuille de route pour les 3 prochaines années. Donc, je voulais vous dire aussi, par exemple, une des difficultés qu'on a pu avoir, c'est pas lié qu'à la diversité des LR, c'est lié aussi au positionnement des syndicats nationaux. Par exemple, le SNUIPP s'est positionné pour la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Dans le SNES, ça fait encore débat. On n'a pas d'accord dessus. Et le fait que le SNES ne soit pas tombé d'accord dessus, ça bloque la fédération, puisque la fédération ne se mandate jamais en surplomb de ses syndicats nationaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je suppose que Jean-Pierre et Antoine vont embrayer. Oui, merci Valérie. Alors, on y va pour une quarantaine de minutes. Avec Jean-Pierre, on va d'abord se présenter parce que ça a une incidence sur la suite. On va rapidement se présenter. Ensuite, on présentera rapidement en introduction le contexte de la Bretagne pour les langues régionales. Ensuite, on abordera un deuxième point sur le travail dans le second et dans le premier degré, un travail confédéral. Qu'est-ce que nous faisons? On s'arrêtera, ça a un lien aussi avec sur le CALR, cette structure. Il y a ce Conseil académique des langues régionales. Il y a eu des questions ce matin, donc visiblement c'est pas encore tout à fait clair pour tout le monde. Donc on expliquera rapidement ce que c'est et ce que l'on y fait, comment on peut y travailler, quel intérêt ça peut avoir, quels sont les pièges. Et puis on terminera sur une illustration avec quelques actions fortes qui ont eu lieu en lien avec l'actualité. Et puis peut-être en guise de conclusion sur, selon nous, comment on pourrait améliorer ou sur quoi il faudrait peut-être se pencher la réflexion autour du travail de la FSU pour améliorer le travail des langues régionales, autour des langues régionales. Donc du coup, Jean-Pierre, je te laisse te présenter, je prendrai la suite, je ferai l'introduction et après ça, tu pars sur le second degré. Bien. Donc, moi, c'est Jean-Pierre Deredel. Donc, je suis enseignant de breton dans un petit collège rural à Rostrenain où il y a une filière bilingue et de l'optionnel. Et sinon, je partage mon service aussi. Je fais de l'initiation dans un LP. Voilà. Donc, je suis commissaire paritaire et je m'occupe donc pour le S3 avec les camarades de tout ce qui concerne donc les questions LR, c'est-à-dire aussi bien du breton que du gallo. Voilà en gros ce que je peux dire. Un peu aussi comme a dit Valérie, hein, j'ai été appelé avec une camarade pour venir dans une instance et c'est en participant au travail syndical que je me suis investi en tant que commissaire paritaire. Voilà. Merci Jean-Pierre. Alors du coup, moi c'est Antoine Gauchard. Je suis enseignant dans un CE2, CM1, CM2 bilingue français-breton dans une commune de Pleybercris, la commune de Pleybercris dans le Finistère. J'ai aussi une direction d'école, donc de cette école-ci. Depuis une quinzaine d'années, je suis commissaire paritaire départemental. Bon, depuis juillet 2019, elle se réduit à peau de chagrin et leur prérogative s'est largement diminuée. Mais bon, en tout cas, il y a l'expérience des années passées. Je siège dans les comités techniques départementaux, le CTSD pour les cartes scolaires. Je prends part aussi au CALR au nom de la FSU et je prends part à différents groupes de travail départementaux ou académiques. Donc, cette présentation est en fait très rapidement, alors ça a déjà été largement fait et bien fait, la présentation du contexte breton par Vicente Rouet ce matin. Du coup, je ne vais pas m'éterniser, je vais enlever tout ce qu'on avait vu avec Jean-Pierre, je vais juste rappeler quelque chose des petites choses pour les camarades qui n'étaient pas là ce matin. Dans l'académie de Rennes, alors j'oublie pas l'académie de Nantes hein, qui a aussi du breton. Donc dans l'académie de Rennes, on enseigne aussi en langue régionale, on enseigne le gallo aussi. Pour ce qui est du breton, en termes un rappel, les enfants qui sont scolarisés dans le premier degré
sont à 52% dans la filière bilingue publique. Il y a 16% des enfants qui sont scolarisés dans la filière privée associative d'IWAND, qui fait de l'immersion. Un enseignement dit immersif, je pourrais dire plus exactement, et le privé catholique qui scolarise 32% des élèves. Donc ça, c'est les chiffres à la rentrée 2020. Petite chose, depuis 3-4 ans, il y a de plus en plus d'élèves dans les filières publiques. Il y a 2 ans, l'école d'Iwan privée a perdu des élèves. Depuis, elle se maintient plus ou moins, mais elle a perdu des élèves. Alors, j'en profite pour le dire, c'était l'histoire des fameux contrats aidés qui ont été mis, auxquels le gouvernement avait mis fin à la fin de l'été. Et du coup, ça a créé une perte des élèves. Alors, de façon très importante, ça montre la fragilité aussi d'une école associative à plus d'un titre. Donc, du jour au lendemain, on peut remettre en cause des éléments qui sont comment on peut remettre en cause une existence d'une association. Et ce qui a été touché par ces contrats, cette remise en compte de contrats aidés, c'est tout ce qui touche la garderie, la cantine, et donc ça amène les ATSEM aussi. Donc ça amène son lot. C'est symptomatique d'une forme de précarisation aussi dans les écoles associatives de certains types de personnel. Alors on n'a pas trop de leçons à donner parce que nous on en a aussi des précaires dans l'enseignement public, mais là, ça ne touche pas les services de garderie et de restauration scolaire. Là, dans ce cas-là, ça a touché et ça a eu un impact direct sur le nombre d'inscrits des élèves dans le réseau d'Iwan. Et puis, le réseau catholique privé se perd plutôt des élèves aussi depuis 2-3 ans au profit de l'enseignement public. Pour terminer, 2 choses sur le contexte breton. Sur 3 départements bretons sur 4, on est en perte de démographie scolaire, on perd des élèves. L'Ille-et-Vilaine augmente son nombre d'élèves, ça a tendance à s'affléchir un petit peu cette augmentation du nombre d'élèves, mais c'est important à voir parce qu'en termes de demande sociale, il y a de plus en plus de familles qui demandent à scolariser leurs enfants dans le système de l'enseignement bilingue public. Du coup, ça a des incidences en termes de moyens quand il n'y en a pas assez. On a non seulement du côté du monolingue une perte d'élèves, mais on a aussi une perte d'élèves du fait de la natalité, mais on a aussi une perte d'élèves du fait de l'attractivité des filières bilingues. Du coup, ça crée des cartes scolaires, des choses qui sont difficiles à gérer, auxquelles il faut qu'on soit vigilant, dans le cadre du travail au niveau du premier degré et du second degré, en termes de compréhension vis-à-vis de nos collègues, mais aussi vis-à-vis de nos secrétaires départementaux, S1, S2, S3. Il y a des choses qui sont importantes à prendre en compte du fait de cette double contrainte démographique. Et puis ensuite, deuxième chose, j'ai donné des pourcentages en termes de premier degré parce qu'on l'avait vu ce matin, mais je le rappelle, tout le monde n'était pas là ce matin. On a eu c'est très difficile de comparer des nombres d'élèves dans le second degré du fait de la très très grande disparité des réalités d'enseignement entre les collègues qui ont 3 heures de breton, 3 heures d'histoire géo et finalement l'enseignement bilingue se résume à 6 heures. Et puis ceux qui ont une parité horaire, c'est compliqué de donner un chiffre puisque additionner des élèves qui n'ont pas la même réalité d'enseignement, c'est pas forcément très pertinent. Et puis après, à comparer avec l'école d'Iwan n'a pas de système optionnel, c'est que de l'immersif aussi sur leur collège et leur lycée. Alors, cette disparité, elle induit aussi du coup des revendications qui sont également disparates. Il faut vraiment s'adapter à toutes les situations. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment la force de la FSU qui a une habitude de recherche de synthèse. Donc, cette grande disparité de demandes, de besoins, je pense qu'on arrive à atteindre vraiment une belle synthèse une belle synthèse à chaque fois quand on fait des revendications dans les départements ou au niveau de l'académie. Donc ça, c'est le travail confédéral avec, pour le mener à bien, un groupe langue régionale au niveau de l'académie, des collègues du premier et du second degré. Alors, ça a été plus ou moins une initiative militante à la base.
Et on a eu quand même la chance d'avoir le soutien majoritaire de nos collègues au niveau du SNES et au niveau des SNUPP pour mener à bien ce groupe de travail, préparer nos instances, échanger avec eux, débattre, ne pas être d'accord, parfois s'engueuler, mais toujours chercher du compromis et de la cohérence et de la constance dans nos revendications. Et donc, pour nous, c'est avec Yann-Pierre, on voyait, je vais te laisser la parole après Yann-Pierre par rapport au travail qui est fait dans le second degré. Pour nous, ce qui est un gage de réussite, c'est que dans ce groupe de travail langue régionale, avec les collègues avec lesquels on discute, c'est qu'on a des collègues qui siègent dans les instances du premier degré, qui siègent dans les instances du second degré. Et du coup, on peut être le relais des échanges qui ont lieu dans ces instances, mais on est aussi au sein du groupe de travail langue régionale, mais après, dans le groupe de travail langue régionale, il y a un aller-retour. On peut ramener des choses qui se sont décidées, qui se sont argumentées, qui ont fait l'objet de débats au niveau de nos syndicats, du SNUPP ou du SNES par ailleurs. Donc pour nous, ça c'est un élément qui est vraiment fondamental, c'est avoir des personnes qui ont des responsabilités avec une casquette langue régionale, parce qu'on peut avoir des collègues qui sont de très bonne volonté, mais il faut avoir conscience de certains types de difficultés, de certains débats en enseignant dans les langues régionales. Donc voilà pour cette introduction, de cette contextualisation dans l'Académie de Rennes. Alors maintenant, en termes de travail confédéral, Yann-Pierre, je vais te laisser la parole pour le second degré, ce qui me permettra de reprendre après les choses pour le premier degré. Vas-y, je t'en prie. Voilà, alors pour nous, les rendez-vous importants, on a conservé les GT. On avait peur, avec la suppression des CAPA, de perdre nos GT, nos groupes de travail. Et donc, on a conservé celui du mois de décembre où on fait un bilan. C'est bien tard dans la saison pour faire par rapport à la rentrée, pour faire le bilan. Mais ça nous permet quand même d'avoir un espace de dialogue avec l'administration à ce moment-là. Il faut savoir qu'eux, ils commencent à préparer le CALR qui a lieu en janvier. Donc, on se rencontre vraiment début décembre, où là, ils nous présentent les effectifs, les constats d'effectifs, et puis aussi se projettent déjà pour l'année prochaine. Et parfois, les collègues ont du mal à comprendre que déjà au mois de décembre, il faut vraiment nous donner des informations qui pourraient être importantes justement pour l'administration, parce que l'administration, elle, va commencer à travailler sur la rentrée nouvelle. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on est, je crois, je sais pas, je crois, j'en suis sûr, pour l'administration, on est l'interlocuteur principal, parce que c'est vraiment nous qui avons un échange avec les collègues. Dès qu'on a les informations sur les constats et tout ça, on a des retours des collègues, et l'administration, elle attend beaucoup, justement. Je crois que sans notre expertise, elle a besoin de notre expertise, voilà ce que je voulais dire, parce que bon, c'est là qu'on peut répondre, et puis aussi parfois exposer certains problèmes qu'il y a eu à la rentrée sur des effectifs qui sont restreints ou pas. On reste très vigilant aussi, parce que on sait que les prévisions d'effectifs, ça va être aussi plus tard ce qui va leur permettre d'ouvrir ou de fermer des postes. Et ça, c'est au moment du CALR que ça va être acté par le recteur. Mais ça, c'est vraiment le premier rendez-vous qui est très important pour nous. Donc, je ne sais pas, Antoine, tu vas parler du CALR. Je passe peut-être au deuxième GT, ou je t'entends pas. Vas-y jusqu'au bout sur ce qui est fait dans le second degré. Voilà. Moi, je parlerai après du premier, et on fera la transition sur le CLR si ça te va. D'accord, oui. Donc, juste au CLR est acté l'ouverture et les fermetures. Ce qu'il y a, c'est que depuis quelques années, les ouvertures sont souvent sujet à constat des effectifs. On ouvre si les effectifs seront
seront conséquents à la rentrée, mais il n'y a pas de seuil. Donc, cette année, on avait énormément d'établissements où les ouvertures allaient se faire par rapport aux effectifs. Donc, on était dans une certaine incertitude. Et là-dessus, donc, dès le mois de mars, on est encore rassemblés. Donc, ce sont les instances syndicales avec l'administration pour nous présenter donc les services des collègues. Alors, ce que l'on fait remarquer aussi à l'administration, c'est que nous, on n'a pas la souplesse que peuvent avoir les autres collègues, puisque les collègues entre eux, en fin d'année, c'est en ce moment, ils sont en train de voir avec le chef d'établissement comment se répartir telle ou telle classe. Et là, c'est l'administration qui gère tout. L'administration, c'est le rectorat qui va gérer justement les services des collègues. Donc, il faut être très vigilant parce que ce sont des services qui sont partagés. Et donc, là-dessus, on essaye de faire parfois des propositions. Alors, c'est vrai que c'est plus ou moins accepté. Cette année, alors, on a eu, avec l'histoire du Covid, il y a eu la décision de ne pas rassembler le GT. On avait eu une première annonce et puis après on nous a dit bah non, ça va être simplement un échange entre vous et un échange mail. Et donc parce qu'on a vu qu'ils faisaient des regroupements, par exemple en optionnel de 5e, 4e, 3e, on a dit, mais les collègues ne pourront pas assurer leurs cours dans de telles conditions, sachant qu'on peut être du collège au lycée avec des regroupements non, c'est impossible à tenir. Et en plus, on est aussi sur notre bivalence, parce qu'ils prennent bien soin de nous mettre aussi sur notre bivalence. On est très peu d'enseignants à enseigner uniquement en breton dans le second degré. Et là-dessus, donc, on a pu mener des actions, donc j'en parlerai plus tard, parce qu'on a réussi à obtenir que ce GT-là ait lieu. Et donc, ils sont revenus sur les services, et puis je pense qu'ils ont été beaucoup plus vigilants aussi, parce qu'il y a eu cette mobilisation, et ça a été au moment justement où il y avait un focus des médias sur les langues régionales. Voilà, donc ce travail-là, il est important, il perdure et il faut vraiment conserver ces GT. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est que les collègues, eh bien, je veux dire, comptent beaucoup sur nous et c'est vrai que c'est important que les collègues militent aussi parce qu'on a besoin d'eux aussi dans le combat syndical. Il ne faut pas que ça se résume uniquement au moment de CGT au niveau des langues régionales. Voilà. Et puis, par la suite, on intervient aussi sur d'autres GT qu'il peut y avoir, mais à ceux-là, ils sont plus, ils sont pas réguliers. Il y a eu des GT qui ont été mis au niveau de l'optionnel parce qu'il y a eu une grosse perte de l'optionnel. Il faut savoir qu'on a perdu un tiers avec les dernières réformes, un tiers de nos effectifs qui se sont mis en place, mais ça n'a pas abouti parce que avec le Covid, les GT n'ont pas été rassemblés depuis. Une dernière chose, on remarque quand même vis-à-vis de l'administration qu'il joue beaucoup depuis les réformes du collège et du lycée sur l'autonomie des établissements. Il nous ramène souvent en disant on peut pas prendre, c'est pas à nous de prendre cette décision, c'est à l'établissement. Et maintenant aussi, ils nous ont rappelé plusieurs fois que, eh bien, ils ne pouvaient pas aller plus loin parce que c'était une décision qui revenait aussi du ministère. Voilà. Donc, ils jouent un peu sur les deux tableaux en disant, nous, on fait de notre mieux, mais là, c'est ou de l'autonomie de l'établissement ou c'est du ressort du ministère. Donc, je pense que là-dessus, c'est aussi à travailler. Justement, on en a parlé sur des moyens fléchés au niveau du ministère. Voilà, je te laisse continuer, Antoine. En termes de, pour le premier degré, alors vous voyez, je pense qu'il y a des gens du premier degré qui ont entendu les mots, les termes de valence et autres, et je pense que du coup pour eux c'est un peu abscon comme terme. C'est des choses qui sont vraiment assez techniques. Alors j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu. Tout à l'heure, en termes de travail pour le premier degré, je dirais que il y a quelque chose de cohérent
à pouvoir aussi ne pas se spécialiser en termes de déchargé syndical, de ne pas se spécialiser sur les affaires uniquement bilingues. Ça donne de la légitimité pour intervenir sur tous les sujets. Donc ça, c'est quelque chose en termes du travail au sein du SNUIPP. On essaie de pas garder une spécialisation langue régionale. Alors c'est assez compliqué. Parfois, on a des collègues au niveau du SNUIPP qui sont déchargés, qui nous disent « Ah là, c'est une collègue bilingue, donc elle pose une question sur les temps partiels, par exemple. » Et du coup, souvent, on a tendance à nous les refiler. Je me dis « Mais non, mais question temps partiel, ça concerne tout le monde. C'est pas parce que je suis bilingue que je veux lui répondre. » Bon, ça permet de faire un lien, ce qui est très bien. Mais vous voyez, il y a à essayer d'élargir. Ce que je veux dire, c'est que dans un sens comme dans l'autre, essayer de ne pas se hyper spécialiser et de ne pas truster la question bilingue, c'est hyper important dans le cadre des échanges qu'on peut avoir au niveau des déchargés, des bureaux, au niveau du premier degré. L'essentiel du travail, il se fait surtout au niveau de la carte scolaire. La carte scolaire qui est le signe au niveau du premier degré, c'est un moment important. On la prépare aussi, pareil, au moment du CALR, au niveau décembre, on la prépare pour tout le monde. Pour les filières bilingues, c'est vraiment l'idée d'avoir une nouvelle classe, donc un développement d'une filière bilingue existante, ou alors l'ouverture d'une filière bilingue, l'ouverture à une nouvelle classe dans une école qui ne possède pas encore de filière bilingue. Donc c'est vraiment ce travail-là qui est fait. Et alors en termes de travail de premier degré, c'est bien souvent, il faut bien dire ce qui est, c'est très majoritairement pas bien accueilli, les filières bilingues dans les écoles. Je pense que c'est pareil dans les autres départements, mais parce que tout simplement, la conséquence, c'est qu'un an ou deux après, on a des fermetures dans le monolingue, puisqu'il y a moins d'élèves en termes de natalité, mais en plus des élèves qui vont dans la filière. Donc ça, c'est un gros obstacle. Et donc pour ça, on doit vraiment beaucoup travailler avec nos collègues monolingues et avec nos collègues bilingues, d'où l'importance d'avoir de pas se spécialiser. Et alors peut-être que je vais en choquer certains aussi, mais force est de constater qu'on doit aussi accompagner les associations de parents d'élèves. Vraiment quand on a des cartes scolaires, des défenses d'ouverture ou alors contre les fermetures, on accompagne vraiment les parents, on leur donne des billes. Je dirais qu'on le fait aussi pour le monolingue. Donc on n'a pas à rougir, mais on pourrait peut-être dire qu'on n'outrepasse ses droits, mais malgré tout, les parents sont un paramètre extrêmement important dans la mobilisation des cartes scolaires. Et donc les associations locales, et puis on travaille énormément avec les associations type Diouyez et les associations des parents d'élèves des écoles bilingues publiques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour avoir des relais, des échanges d'informations, des savoir-faire. Voilà. Voilà en gros le travail du premier degré. Donc ça me permet peut-être d'aborder la question du CALR. J'essaie d'aller un peu vite pour pouvoir laisser la place au débat et aux échanges après. Le Conseil académique des langues régionales, alors c'est normalement dans toutes les académies où il y a un enseignement de langue régionale, le Code de l'éducation, dans les articles 312, 33, 34, 35, définit ce qu'est le Conseil académique des langues régionales. Donc c'est une instance qui est consultative. Normalement, elle se réunit 2 fois au minimum, dit le texte, elle se réunit au minimum 2 fois par an. Force est de constater que bien souvent, il n'y en a pas du tout de CALR, ou alors le CALR se réunit qu'une seule fois dans l'année. En Bretagne, depuis 3-4 ans, elle se réunit 2 fois. Mais il faut savoir que ce n'est pas une fin en soi, elle peut se réunir plus souvent. Et ce CALR, il a un avis uniquement consultatif. Donc, c'est le recteur qui préside le CALR et qui invite. Alors, il siège, on a une bonne quarantaine de personnes dans l'Académie de Rennes. Il siège des représentants donc, de l'administration, il siège les DAZEN, il siège des inspecteurs de langue régionale, des conseillers pédagogiques, il siège des représentants des associations de parents d'élèves, des associations de promotion de la langue bretonne. Il siège des représentants des collectivités territoriales. Donc, on a les personnes du conseil régional, des personnes du conseil départemental, des élus, des maires, des associations des maires de France. Et puis, des personnes de l'INSPE aussi, des personnes de l'université.
Et puis évidemment les représentants syndicaux. Alors il y a quelque temps, on était vraiment, on siégeait, il y avait que un siège pour le SGEN et il y avait 8 pour la FSU. Depuis quelques années, voilà, on nous réduit régulièrement sur la base des élections professionnelles. Le recteur et les recteurs et rectrices successifs ont réduit l'intervention du CLR. Donc, on n'est plus que 3 maintenant. Et il reste un siège pour le SGEN. Il reste un siège pour FO. Et voilà, force est de constater que c'est des personnes qui viennent tout seuls, qui sont soit du second degré, soit du premier degré. Et c'est, à mon sens, et on en a eu l'occasion d'en discuter dans le groupe de travail interne à LAFSU, pour nous, c'est extrêmement important qu'il y ait des personnes du second degré et du premier degré qui siègent dans le CALR. Je dirais même, parfois, on peut avoir tendance à dire « Ah, il y a plus de syndiqués ou plus d'élèves dans le premier degré, donc il faut que le premier degré soit plus représenté. » Je pense que c'est absolument pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut juste voir les choses dans les pertinences des interventions. À mon sens, c'est le côté technique du second degré dans la terminologie, la technicité des groupes de travail, l'accès à l'information. C'est très important de laisser toute sa place au SNES, au-delà de la représentativité du nombre d'élèves qui sont scolarisés. Du coup, peut-être falloir… Tu as bientôt fini, Antoine? Oui, j'ai bientôt fini. Vous voulez peut-être que je m'arrête là ou je passe directement à la conclusion, ou alors Yann-Pierre, tu voulais dire quelque chose? On peut peut-être avoir un premier échange aussi avec les collègues et puis vous rebondirez et compléterez peut-être au cours de cet échange. Parfait, ça marche pour moi. J'ai coupé le chat pour ne pas être perturbé. Ça fait un effet BFM que j'aime pas du tout. Bon, alors, donc… effectivement, on est tous plus ou moins ici, on participe tous plus ou moins de près de loin aux différents CLR. Donc, on a bien cette expérience aussi. Moi, je pense qu'il faudrait un petit peu, comment dire, ce matin et hier, on a quand même une majorité de collègues venant des régions occitanes qui se sont beaucoup plaints du dysfonctionnement des CLR. Donc, à vous entendre, on a plutôt l'impression que ça marche plutôt relativement bien quand même en Bretagne, bien qu'il y ait des griefs, bien sûr. Mais je pense que les régions occitanes souffrent vraiment, et en particulier l'Académie de Montpellier, l'Académie aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre autres, souffrent vraiment de soucis. Où ce qui est bien remonté lors de ce stage, c'est que les collègues, bien qu'ils aient des mandats FSU, ne sont pas entendus, que quand les CALR se tiennent, de toute façon, ça se réduit, mais vous l'avez bien dit, c'est structurel, à une chambre d'enregistrement, mais c'est tout, c'est pas une chambre décisionnelle. Que par contre, on attend beaucoup des groupes de travail, mais que chez nous, enfin en Occitanie, dans toute la grande Occitanie, je veux dire, ils se tiennent pas toujours, loin de là. Et quand ils se tiennent, ils sont convoqués au dernier moment. Donc, si vous voulez, moi, je pense que là, il faudrait surtout, par rapport à des collègues qui sont extrêmement fatigués, très déçus et qui se sentent complètement impuissants, là, je pense que le débat, il faudrait le recentrer sur comment on peut faire, quoi, et interpeller vraiment le syndicat. Enfin, je ne sais pas, je pense, j'attends des choses de la part de Valérie, de la part de Gwen aussi. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces collègues qui fatiguent et qui utilisent, comme il se doit, les instances et les mandats qui leur sont donnés, quoi. Voilà, alors, il y a des mains qui se sont levées, donc j'ai vu Marie-Jeanne, j'ai vu Jean-Marc, donc manifestez-vous les autres aussi. Donc non, Marie-Jeanne d'abord. Non, il y avait en fait Sophie Manzato qui s'est inscrite, à qui j'ai promis de donner la parole en premier tout à l'heure. Ok, eh bien Sophie alors. Hop. Ça y est. Oui, bonjour. Moi, j'avais quelques remarques à faire, pas par rapport au CALR qu'on appelle le CAIOC chez nous. Vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Mais par rapport justement comment arriver à se faire entendre dans le syndicat. Donc moi, comme je l'ai dit hier, mais je vais le redire, je siège en CTSD
Donc, pas pour l'occitan, hein, pour la représentation des collègues au niveau départemental. Donc, effectivement, c'est intéressant aussi de s'intégrer dans les autres revendications et pas d'être toujours celle qui va ouvrir sa bouche pour l'occitan, parce que bon, c'est quand même ce qui se passe, mais il y a aussi toutes les autres revendications qu'il faut porter. Et la défense des collègues en CTSD, c'est quand même plus facile parce qu'on est à l'échelon départemental. Nous, on est un petit département, donc on connaît bien les situations, ce qui fait qu'on arrive quand même à défendre les collègues pour l'occitan et pour tout le reste. Mais c'est vrai qu'après, pour atteindre le S3 et le S4, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, bien sûr, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les langues régionales. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, avant de siéger au CAIOC, c'était un collègue qui le faisait depuis des années de façon mécanique. Il allait au CAIOC tous les ans. Il n'y avait pas forcément de déclaration liminaire. Il n'y avait pas forcément, voilà, il y avait des choses qui n'existaient pas. Et du coup, avant d'arriver à accéder au S3 pour avoir l'autorisation de mettre l'estampille SNES sur une déclaration liminaire que j'avais faite moi, parce que c'était dur de trouver du monde pour le faire ensemble, j'ai trouvé compliqué. J'ai trouvé vraiment compliqué d'avoir l'oreille un peu des instances décisionnaires du SNES, quoi. Et donc, du coup, après, c'est vrai que les questions de langue régionale en CTA et en CTM, elles sont noyées dans le reste des revendications, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué d'arriver à accéder à ceux qui nous représentent et qui ont du pouvoir malgré tout, parce que tout ce qu'on peut dire en CTA et en CTM, il y a quand même des choses qui se passent, même si on n'en a peut-être pas toujours l'impression. Moi, j'y crois en tout cas, et je pense qu'il y a quand même des choses qui pèsent dans ces deux instances-là. Toutes les autres, hein, les CALR, je l'ai déjà dit hier, hein, je pense que c'est quand même compliqué de trouver notre compte et puis de faire avancer les choses, quoi. Et après, un dernier petit point, c'est que on a des fois un statut particulier en langue régionale. Moi, par exemple, mon poste, il est spécifique académique. Donc, par rapport à ma valence, c'est protecteur parce que du coup, il est estampillé lettres occitan, ce qui fait que quand il y a des baisses d'effectifs en lettres, c'est jamais moi qui suis touchée, c'est jamais moi la dernière arrivée. Et c'est vrai que c'est protecteur, mais d'un autre côté, ça ne convient pas aux règles du mouvement. C'est sûr que ça crée une espèce de malaise. Même moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Pour mon collège, là, ils ont créé une section bilingue. On a demandé plus ou moins à ce que le poste qui est fléché techno-occitan pour mon collège, il devienne SPEN. Et ce n'est pas évident à vivre parce que ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit du SNES. Et je suis d'accord avec ça. De passer outre les règles du mouvement. Donc, il y a quand même des choses comme ça qui sont compliquées à gérer quand on est prof de langue régionale. Et au SNES, c'est vrai que c'est parfois un peu dur d'être dans ces deux positions-là. Voilà. Merci Sophie. Donc, il y avait une question très précise. Peut-être que je donne la parole à Marie-Jeanne et à Jean-Marc. Peut-être qu'ils vont y répondre d'ailleurs. C'est Jean-Marc d'abord. Hein. Alors, Jean-Marc d'abord. Oui, d'accord. Oui, c'était sur la question articulation avec. Moi, je vais parler de l'échelon du S3. Alors, d'abord, effectivement, si je reprends l'exemple de la Bretagne. Jean-Marc, explique ce que c'est que le S3. Je ne suis pas sûre que ce soit clair. Donc, le SNES académique, puisqu'on va partir du principe que le S1, c'est l'échelon de l'établissement, le S2, c'est l'échelon départemental, le S3, c'est l'échelon académique, mais tout à l'heure, on a aussi entendu parler du S4, donc qui est le niveau national. Donc, effectivement, en Bretagne, l'articulation, c'est toujours assez bien faite entre les militants qui sont sur le terrain et qui se bagarrent, je dirais, dans les instances spécifiques des langues régionales et le niveau académique, mais c'est vrai aussi dans les SNUPP, pour la raison qu'il y a aussi des militants qui étaient spécialisés sur cette question à l'intérieur, je dirais, de la direction du SNES académique. Je pense à Patricia Laborie, hein, qui a officié pendant de nombreuses années au niveau du SNES, donc qui a été dans le co-secrétariat général avec notre secrétaire qui était Michel Carmès, et qui donc était, je dirais, à la pointe sur la question des langues régionales. C'est vrai aussi au niveau des SNUPP bretons, puisque par le passé, on avait Armelle Lecause, donc, qui a été secrétaire départementale du SNUPP et qui était par ailleurs enseignante en bilingue et directrice d'école bilingue dans le Finistère. Donc je pense que c'est vrai que
plus il y a de proximité entre les militants des langues régionales et l'organisation de nos syndicats respectifs, et plus ça se fait facilement. Et je pense, et c'est ce que Valérie a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là, c'est-à-dire à la fois que les directions académiques ou départementales aillent regarder du côté des langues régionales, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que les militants sont accaparés par tellement de tâches que peut-être aussi ils ne se sentent pas toujours formés sur ces questions-là, qui sont parfois bien compliquées. Et c'est vrai qu'elles peuvent apparaître dans les explications qu'on donne, parfois bien compliquées. Et puis, il y a de l'autre côté les syndiqués que vous êtes et les militants de terrain que vous êtes, qui doivent aussi aller chercher effectivement les structures départementales et les structures académiques pour venir expliquer ce qui se passe dans la langue régionale, pour venir solliciter et peut-être aussi pour proposer de venir prendre du temps et de la responsabilité dans la vie du syndicat. Donc, je pense que c'est, pour moi, ce qui fait avancer la question des langues régionales, c'est pas quand on en fait, je dirais, une discipline comme les autres, mais c'est en tout cas quand le militantisme pour les langues régionales s'intègre dans un militantisme plus global. Voilà, je pense que c'est un petit peu dans cette direction-là qu'on essaie tous de travailler. Merci, Jean-Marc. C'est une réponse. Marie-Jeanne? J'allais dire presque la même chose, hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est que hier, il y avait un représentant du S3 de Marseille. Il y a également Hervé Fumel qui représente le S3 de Montpellier. Donc le fait qu'il y ait là 2 représentants de S3 d'Académie Occitane me paraît déjà un bon signe d'un intérêt de collègues qui ne sont pas forcément profs d'occitan. Et je dirais, Sophie, la difficulté que tu rencontres, elle est due tout simplement à l'affaiblissement des syndicats tous, le SNES en particulier. Je regardais des vieux documents de l'époque où j'y étais, on était 80 000. Actuellement, je crois qu'on est 50 000. Si je ne m'abuse, à quelque chose près. On a perdu énormément, tous les syndicats ont perdu, hein, mais nous aussi. Et en perdant des syndiqués de base, on perd aussi des cadres potentiels. Et il ne reste plus que des cadres réels qui sont épuisés, qui sont sur tous les fronts. Et c'est vrai que on voit bien entre nous, nos questions sont extrêmement complexes, sensibles. Ils posent des problèmes. Sophie, tu as pris ton cas avec ton poste qui est une protection, mais qui est en même temps un peu à la marge. Quand on demande des moyens spécifiques, je me rappelle la première fois qu'on a demandé des moyens spécifiques, c'était il y a 25 ans de ça. À l'époque, Denis Paget était co-secrétaire national et il défendait ces moyens spécifiques. Ce n'était pas évident par rapport au S4. Le S4 disait pourquoi des moyens spécifiques pour les langues régionales et pas pour l'art, pour la musique. L'argument qu'on a trouvé, c'est toutes les académies ont l'art et la musique à défendre, elles n'ont pas toutes des langues régionales. Donc ça a été l'argument pour que le SNES accepte la notion de moyens spécifiques en plus pour les langues régionales dans les académies concernées. Mais je prends cet exemple pour dire que nos questions sont hyper complexes, elles sont parfois politiquement sensibles et qu'elles peuvent faire peur à des cadres syndicaux. Et pour conclure, ce n'est pas une conclusion, mais par rapport aux collègues de Bretagne, c'est vrai qu'il y a des années que j'admire. Moi, je suis avec ce qu'ils font, je suis leur groupe de travail. Mais c'est vrai que Armelle, qui nous a quittés, je dois lui rendre hommage avant la retraite. Elle a fait un boulot de dingue. Patricia aussi. Il n'y a pas de mystère. C'est qu'il y a eu des collègues qui sont engagés au niveau académique et au plus près de la direction, dont certains sont devenus cadres nationaux, comme Thérèse Jamet-Madec, qui était responsable langue vivante étrangère régionale au SNES. Il n'y a pas de hasard, je veux dire. Et c'est vrai que les militants de langue régionale, ce n'est pas toujours évident pour eux de trouver le temps pour une double responsabilité, puisqu'ils sont souvent à la fois militants associatifs, militants syndicaux, voire politiques. Donc, sur nos épaules pèsent tous ces besoins, toutes ces nécessités. Et voilà, il n'y a pas de vilain S3, mais ce n'est pas ce que tu as dit, Sophie. Hein. C'est moi qui te caricature volontairement. Je sais que tu ne m'en voudras pas. Il n'y a pas de vilain S3 et de vilain S4. Il y a juste les derniers Mohicans qui continuent à être militants et qui sont, vous l'aurez remarqué dans vos bahuts, un petit peu comme des dinosaures. Hein. Le collègue moyen à l'heure actuelle, on l'a formaté pour autre chose que pour être militant. On l'a formaté pour défendre sa pomme. On l'a formaté pour se battre contre le collègue d'à côté. Et l'individualisme montant, il n'y a pas de raison qu'il épargne plus les syndicalistes, les profs que les autres. Les syndicalistes, a priori, ils ne sont surtout pas égoïstes. Merci Marie-Jeanne. Alors, il va falloir faire court parce qu'il est bientôt 15 h et il y a beaucoup de prises de parole, de demandes. Alors,
Dans le chat, effectivement, ce qui ressort, c'est que les collègues d'Occitan et de langue régionale, je suppose en général, ils sont aussi investis dans les associations de défense des langues régionales. Et donc, c'est compliqué d'avoir toutes ces casquettes à la fois. Je suis bien placée pour en parler. Et c'est vrai que là, on est au bord de l'implosion. Enfin, on a même vécu des implosions, quoi. Bon, et on ne va pas le résoudre aujourd'hui, mais il faut quand même que ce soit dit, hein. On veut bien s'investir, je pense, dans le syndicat, mais il y a aussi tout le reste, quoi. Alors, il y avait Antoine qui demandait la parole, il y avait Yann Pire, et je pense que Valérie interviendra en dernier lieu pour clore, n'est-ce pas? On fait comme ça? C'est pas du tout ce que je veux. Valérie? Comme vous voulez. Ouais, je pense que c'est bien que tu aies le dernier mot. Donc, Antoine et Yann Pire, mais alors très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Nous, ce que je remarque, c'est comment pour s'engager très. Enfin, tout le monde est de bonne volonté, sinon ils seront pas, les collègues ne seraient pas profs de langue régionale, parce que c'est vrai que c'est plus intéressant, mais c'est quand même plus compliqué, faut bien l'avouer. Souvent, l'obstacle principal, je vois que c'est les collègues ne se sentent pas légitimes, et se sentent pas légitimes pour intervenir parce que c'est complexe, comme disait Marie-Jeanne. Il y a des choses du premier degré, du second degré, on peut pas tout faire, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il faut le travail comme on fait ici, les stages, les mandats, les congrès FSU nous aident aussi, nous donnent un cadre de travail, nous permet parfois, il faut bien l'avouer, nous permet d'aller aussi, de dire on a ces mandats de la FSU, du SNUP, donc on est légitime pour échanger sur les langues régionales. Et au terme de légitimité, il faut aussi laisser du temps au temps. Je crois vraiment donner du temps sous forme d'autorisation spécifique d'absence pour faire du travail confédéral, premier, second degré, pour que les collègues s'emparent des questions, des débats, qu'on affine, qu'on revoit. C'est vraiment capital. Et c'est vrai que nous, on prend profit du CALR quand on doit écrire une déclaration pour se voir, pour refaire un point sur la situation, pour réaiguiser les arguments, les demandes, pour affiner tout ce que l'on souhaite mettre en place. Et on se forme, on charge les collègues qui vont siéger en CALR d'être pertinents, mais tous les collègues qui prennent part à ce groupe de travail, ils se forment, ils comprennent mieux les choses. Premier, second degré, hein, c'est vraiment ça les choses qui sont importantes. Voilà la petite remarque.